Bonjour à tous, je vous salue. Je vous remercie d'être aujourd'hui présent pour cette conférence de presse et d'avoir répondu à notre appel. Donc je suis accompagnée de mes collègues puisque ce rapport a été commis, si je puis dire, par un quatuor féminin. Donc Dominique Estrosi Sassone, qui est des Alpes-Maritimes, Michèle Gréaume, qui est sénatrice du Nord, ma collègue Sylvie Robert, qui est d'Ille-et-Vilaine et qui vous prie de l'excuser parce qu'elle est retenue en circonscription par des obligations impératives, et moi-même Françoise Gatel, qui suis sénatrice d'Ille-et-Vilaine. Donc en introduction à la présentation de ce rapport, quelques mots pour rappeler les raisons de cette réflexion. Donc, il y a eu un certain nombre de lois territoriales, vous les connaissez bien. Il y en a eu 3 qui ont mis en place des métropoles. Il y en a aujourd'hui 22 en France, 19 de droit commun, 3 statuts dérogatoires. Je veux parler de Paris, Lyon, Aix-Marseille, Provence, que nous avons exclus de notre champ de réflexion. Depuis le grand débat, depuis la loi NOTRe, depuis le texte engagement et proximité, le Sénat a beaucoup entendu les élus exprimer un certain nombre d'attentes sur une meilleure prise en compte de la diversité et en tout cas une meilleure souplesse d'action et sans doute aussi une solidarité ou une dynamique territoriale qui ferait que la métropole et les territoires qui l'entourent seraient dans une démarche de coopération. Et donc, dans le texte engagement et proximité, il n'y avait pas de disposition sur les métropoles. Dans 4D, texte qui vient, il n'y en a pas vraiment non plus, mais nous avons souhaité, dans cette démarche d'évaluation du Sénat, prendre un peu la température et mesurer comment les métropoles, qui sont des créatures récentes, s'étaient mises en place, comment elles avaient pris, on va dire, l'ampleur du dimensionnement qui était le leur, sachant qu'il y a eu la crise sanitaire, il y a eu le renouvellement d'élections, etc. Donc en aucun cas, il ne s'agit d'une évaluation définitive, mais en tout cas, c'est un regard un peu accru, comme un rapport d'État. L'objet de notre interrogation, il est assez simple. Il est tout à fait en lien avec la démarche conduite par le Sénat, qui aboutit aux 50 propositions en faveur des libertés locales, et l'attitude qui est le Sénat sur le texte 4D. À ces lettres, nous préférons la lettre E, qui est l'efficacité de l'action publique jusqu'au dernier kilomètre. Et donc, comment la métropole, à ce stade, aujourd'hui, garantit la réactivité et la performance nécessaires à l'action publique, et comment répond-elle à l'objectif qui lui est clairement assigné dans la loi, puisque la loi indique bien que les métropoles doivent permettre un développement durable et solidaire des territoires environnants. Donc l'arrivée ou l'annonce de l'arrivée au Sénat du texte 4D nous a conduit à faire plutôt ce rapport sous la forme d'une mission flash, puisque nous souhaitions que les constats que nous faisions, les éventuelles préconisations puissent être utiles pour 4D. Donc nous avons, pour conduire cette mission comme le Sénat a l'habitude de le faire, au-delà des auditions nombreuses que nous avons réalisées, nous avons aussi sollicité par un questionnaire l'avis des 675 communes membres de ces intercos, encore une fois sur ces 19 métropoles, de façon à ce que nous ayons bien un écho aussi précis que possible des constats et des attentes des élus. Et donc le rapport que nous proposons de vous présenter aujourd'hui s'articule autour de 5 recommandations principales, donc il est très concret, avec 2 axes. C'est
l'intérêt métropolitain, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui il y a une efficacité absolue à faire que la totalité d'une compétence soit transférée à une métropole qui a un objectif de rayonnement? Est-ce qu'elle peut aussi assurer la proximité? Je prends souvent l'exemple du nid de poule. Comment la métropole, elle est rayonnante, elle est stratégique et elle est opérationnelle dans l'hyper-proximité. Et deuxième axe de travail très important, qui est celui d'une relation gagnant-gagnant entre les métropoles et leurs territoires voisins, car nous pensons et nous sommes convaincus que ces territoires sont naturellement articulés, que les territoires voisins bénéficient du dynamisme et du rayonnement et de la puissance de feu en quelque sorte des métropoles, mais que la métropole ne peut assumer ce rayonnement que si elle a autour d'elle des territoires voisins qui accueillent des industries un peu lourdes, si je puis dire, qui accueillent de la population, qui lui fournit des ressources en matière d'alimentation. Donc nous sommes sur cette idée de partenariat gagnant-gagnant entre les métropoles et les territoires voisins. Donc je passe tout de suite la parole à ma collègue Dominique Estrosi-Sassone. Merci Dominique. Tout le monde nous entend bien? Bon, ça doit aller. Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour Mesdames et Messieurs. Mon propos concernera donc pour une partie l'intérêt métropolitain qui est effectivement une notion clé pour la répartition des compétences entre les métropoles et les communes et dont nous considérons qu'il n'est pourtant pas toujours bien identifié. 6 blocs de compétences énoncés dans le Code général des collectivités territoriales sont exercés de plein droit par les métropoles en lieu et place des communes membres. Je rappelle ces compétences: le développement et l'aménagement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain voirie, la politique locale de l'habitat, la politique de la ville, la gestion des services d'intérêt collectif, l'environnement et la politique de cadre de vie. À ces compétences obligatoires s'ajoutent des compétences facultatives, dont le périmètre demeure relativement flou et varié selon les métropoles. L'exercice de ces compétences obligatoires de la métropole est néanmoins subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, qui marque la reconnaissance d'une plus-value métropolitaine dans l'exercice de ces compétences. Déterminé par le Conseil de la métropole à la majorité des 2/3, l'intérêt métropolitain est défini au plus tard 2 ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. À défaut, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées. Cette définition permet donc de distinguer, pour l'exercice de certaines compétences obligatoires par la métropole, les actions, services et équipements qui relèvent de manière pertinente de la commune ou de la métropole. D'après le rapport de la Cour des comptes qui a été publié en décembre 2020 et qui est consacré aux métropoles, ces dernières ont éprouvé des difficultés à définir clairement ce qui relève de l'intérêt métropolitain par rapport à celui de leurs communes membres. Il apparaît ainsi que la définition de l'intérêt métropolitain a le plus souvent été arrêtée de manière empirique, voire opportuniste, sans réelle vision stratégique. Par ailleurs, la répartition des compétences entre métropole et communes peut parfois présenter certaines difficultés. Les chambres régionales des comptes ont ainsi estimé, dans certaines métropoles, que le dispositif des conventions de gestion permettant d'assurer une transition en atténuant provisoirement les effets des transferts de compétences des communes vers les métropoles ont été dévoyés, s'apparentant de facto à de véritables délégations de compétences. Cette critique de la Cour des comptes plaide pour une plus grande adaptation des compétences en fonction des réalités locales et donc par un élargissement du champ de l'intérêt métropolitain dans l'exercice des compétences de la métropole. Une telle évolution répondrait en outre aux aspirations légitimes des élus locaux à une plus grande différenciation territoriale, alors que les métropoles présentent une forte hétérogénéité en termes de taille, en termes de poids démographique ou encore de caractéristiques sociales ou économiques. Je rappellerai également que dans l'enquête qui a été menée par le Sénat et qu'a rappelé la présidente, on a vu que 94% des élus locaux sont favorables à une adaptation des compétences communes-intercommunalité en fonction
des caractéristiques propres à leur territoire. Et je terminerai juste mon propos sur un exemple qui est celui de la politique locale de l'habitat. Aujourd'hui, celle-ci relève de la seule compétence métropolitaine, elle fait partie des compétences obligatoires. Elle recouvre des champs très, très larges, le programme local de l'habitat, la politique du logement, à travers les aides financières au logement social, les actions en faveur du logement social, les actions en faveur du logement des personnes défavorisées, mais aussi l'amélioration du parc immobilier bâti, la réhabilitation et la résorption de l'habitat insalubre. Or, cette compétence ne va pas toujours de soi et se pose par exemple la question de l'articulation de cette compétence obligatoire sur la politique locale de l'habitat avec l'article 55 de la loi SRU qui continue à donner des objectifs donc commune par commune et donc se pose la véritable réflexion de savoir comment demain est-ce qu'on peut mieux articuler entre d'une part la compétence obligatoire de la politique de l'habitat et les intercommunalités, les métropoles qui de fait sont les chefs de file de ces politiques, voire les autorités organisatrices de ces politiques, et la loi SRU qui continue à poser des objectifs à atteindre commune par commune. Et c'est vrai que c'est un domaine dans lequel, dans la future loi 3DS, nous réfléchirons, en tout cas pour proposer une expérimentation au niveau intercommunal, sans dédouaner bien évidemment les obligations qui sont à faire par commune, mais il peut y avoir une mutualisation des objectifs qui soient ensuite portés au niveau de l'intercommunalité et donc au niveau des métropoles. Merci. Merci beaucoup. Cet exemple présenté par Madame Estrosi Sassone est particulièrement intéressant, puisque comme vous le savez, alors le projet 3DS ou 4D, je ne sais plus très bien, contient un volet très important sur le logement. Et je pense que la proposition qui est faite, qui part de constats et de besoins, est l'illustration de la pertinence de ce que nous évoquions sur la notion de performance à l'échelle d'un territoire qui nécessite à la fois l'implication de la commune, mais aussi de son interco. Je passe la parole à ma collègue Michèle Gréaume, toujours pour cet intérêt métropolitain. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci, Madame la Présidente. Pour ma part, j'interviendrai sur l'intérêt métropolitain qui, à notre avis, doit être élargi et clairement défini pour permettre une répartition efficace des compétences. En effet, comme tout EPCI, la métropole doit être considérée avant tout comme un outil de coopération au service des communes membres et donc à démontrer concrètement la plus-value qu'elle leur apporte sans présumer de l'intérêt métropolitain. Élargir le champ de l'intérêt métropolitain apporterait davantage de justesse et de fondement réel au dispositif de répartition des compétences entre les communes membres et la métropole. Un tel élargissement ne mettrait nullement à mal l'uniformité de l'organisation territoriale des compétences entre métropole et communes, mais permettrait de ne pas automatiquement dessaisir les communes de compétences et d'entretenir la proximité que permet l'échelon communal, contrairement à l'échelon métropolitain, dont la pertinence est régulièrement mise en doute. Concernant les compétences facultatives, nous recommandons que le transfert volontaire de compétences aux métropoles repose uniquement sur l'intérêt métropolitain. Promouvoir cet intérêt, c'est faire confiance à l'intelligence territoriale et à l'expérience locale pour garantir une action publique efficace car proche de ses citoyens. Dans le domaine du développement économique, l'échelon métropolitain peut être plus adéquat et stimuler une dynamique territoriale de réduction des inégalités. Nous avons donc préféré, en l'état, l'exclure de l'élargissement du champ de l'intérêt métropolitain. Par ailleurs, cet intérêt nécessite d'être défini à partir de critères préalablement discutés et permettant de rendre compte concrètement de la nécessité ou non du transfert de compétences et de cet impact sur les communes. En l'état actuel des textes, le Conseil métropolitain dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation afin de déterminer l'intérêt métropolitain. Il paraît être opportun de donner une définition dans le Code général des collectivités territoriales de l'intérêt métropolitain en conformité avec le principe de subsidiarité. Pour caractériser l'intérêt métropolitain, le Conseil métropolitain examine si la compétence peut être mieux mise en œuvre à l'échelon de la métropole qu'à celui de ses communes membres. Rappelons en effet que l'application du principe de subsidiarité implique d'organiser les politiques publiques à l'échelon le plus proche des citoyens,
la commune devant être en principe préférée à l'intercommunalité. Cette définition pourrait être complétée par un faisceau de critères non exhaustifs, à l'aune duquel cet intérêt métropolitain devrait être apprécié. L'efficacité et la réactivité de l'action métropolitaine au regard de celle des communes membres, la technicité et l'ampleur des compétences considérées, la capacité de la métropole à gérer des mutualisations et des économies d'échelle, la capacité de la métropole à contribuer à la stratégie, à la structuration et au rayonnement du territoire métropolitain, la capacité de la métropole à réduire les fractures urbaines du territoire métropolitain, les besoins de la population, les caractéristiques économiques, sociales et géographiques du territoire métropolitain. Cette liste ne serait donc pas limitative. On songe par exemple à d'autres critères tels que la proximité nécessaire à l'exercice des compétences concernées, l'évaluation du fonctionnement de la compétence exercée par les communes. Si les communes exercent correctement cette compétence, pourquoi la leur enlever ? Ou encore la capacité de la métropole à prendre en compte les particularités de chaque commune membre dans l'exercice des compétences concernées. Je passe de nouveau la parole à notre présidente. Merci. Merci. Donc, j'assume pour notre collègue Sylvie Robert, qui ne pouvait être là, ce volet. Donc, ce volet concerne ce que l'on a appelé l'alliance des territoires, c'est-à-dire que la métropole a un périmètre administratif, mais elle s'inscrit dans un périmètre de vie que la loi lui a bien rappelé. Et quel est le bilan de cette, quand j'ai obligation, en tout cas de cet objectif donné par la loi aux métropoles en matière de concours à un développement durable et solidaire du territoire régional, disait la loi. Donc nous avons vu qu'il y a un certain nombre de contrats, on a parlé de contrats de réciprocité ville-campagne, contrats de coopération métropolitaine, montrait bien la nécessité de sortir de ce que certains appellent une image paternaliste du ruissellement. C'est-à-dire, si la richesse se créait à la métropole et si elle ruisselait, ça veut dire que les pauvres pouvaient être peut-être au bout de la chaîne en attendant que le ruissellement se fasse. Nous préférons cette idée de contrat parce que nous sommes intimement persuadés qu'il y a des contributions de la métropole et de ses territoires voisins au dynamisme d'un territoire. Je donnais quelques exemples tout à l'heure. Des industries un peu lourdes ou polluantes qui sont nécessaires sont accueillies dans les territoires voisins, la ville ne peut pas les accueillir. L'alimentation, et on aura un bon exemple tout à l'heure, provient des territoires voisins qui sont ruraux ou parfois simplement périphériques, mais que les territoires voisins accueillent aussi une population de travailleurs de la métropole. Alors c'est une chance pour ces territoires voisins, mais en même temps, cela les oblige à construire des équipements, des écoles, des salles de sport, et ces communes doivent être accompagnées parce que c'est bien elles qui contribuent ainsi, à leur manière et par leurs fonctions et par leurs possibilités, à la vitalité de la métropole. Or, le bilan que nous pouvons dresser de ces coopérations et de ces contrats de solidarité entre une métropole et son territoire voisin, il est un peu en demi-teinte. Alors, ça n'est pas un jugement. Sans doute que les métropoles ont eu fort à faire pour se réorganiser, la crise aussi est arrivée, il y a de nouvelles équipes, que sais-je, mais en même temps, je pense quand même qu'il est intéressant de voir les nuances qu'on peut introduire sur le degré d'adéquation entre l'obligation faite par la loi et ce qui existe aujourd'hui. Toutes les métropoles n'ont pas eu un effet d'entraînement sur leur périphérie. France Urbaine, qui partage notre analyse et qui dit d'une manière très positive, comme nous le disons, que c'est un point de progrès pour ce mandat, évoque même parfois l'assèchement des territoires alentours. Quand cette situation existe, ce n'est pas que le fait de la métropole, mais que vous avez des départements où il y a une ville-centre très forte constituée en métropole et le reste du territoire est très rural.
et d'autres où vous avez une ville-centre métropolitaine importante, mais dans le reste du département, vous avez des villes moyennes et des villes et des petites villes. Donc, l'effet d'entraînement de la métropole dépend aussi de cette situation géographique. Alors, nous avons toutefois relevé de bonnes pratiques. Il existe à ce stade 17 contrats de réciprocité signés par des métropoles autour du développement économique, de l'environnement, mais aussi de la santé, l'agriculture ou encore l'alimentation. Et au moment où il y a eu cette loi Egalim et la loi climat et résilience, où on encourage les collectivités, enfin c'est plus qu'encourager, on va leur imposer des modes d'approvisionnement, je pense qu'il y a là matière à être extrêmement vertueux. Donc ces exemples, quand ils sont réussis, à quoi sont-ils dus? Il y a une combinaison de facteurs comme d'habitude. Il y en a deux importants. Une forte volonté politique, c'est-à-dire on voit des territoires où il n'y a pas de volonté, et quand il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de chemin et il n'y a pas d'objectif. On voit ainsi des métropoles qui développent des partenariats avec leurs territoires voisins en termes de mobilité, d'autres qui ne le font pas et qui maintiennent des périmètres de mobilité à l'échelle de périmètres administratifs. Donc il y a cette volonté politique et puis un projet de territoire, c'est-à-dire quand vous contractualisez entre une métropole et une autre communauté qui est dans cet espace de vie, c'est parce que vous faites des choses ensemble et vous avez des choses à faire ensemble et vous voulez avoir cette solidarité. Et alors je citerai un exemple qui est particulièrement intéressant parce qu'il montre bien que l'image que l'on a souvent d'une opposition entre les territoires urbains et les territoires ruraux, c'est non seulement d'une très grande stérilité, mais c'est extrêmement dangereux et c'est totalement faux. Et la métropole de Nantes a construit un projet alimentaire territorial pour approvisionner les cantines de la ville de Nantes ou des métropoles en produits bio, avec un territoire voisin qui est le pays de Ré, qui est un territoire particulièrement rural. Et ce contrat entre un territoire très urbain et un territoire agricole producteur d'alimentation a permis à ce pays de Ré de connaître un très fort développement, alors même qu'il était, il y a encore 20 ans, dans la diagonale du vide. Donc on a là un exemple très réussi d'une métropole qui aide un territoire en quelque sorte à ressusciter et à se construire un avenir. Alors ensuite, à partir de ces constats où nous pensons qu'il est nécessaire qu'il y ait des contrats de coopération, mais que nous constatons que ce n'est pas le fait partout, nous disons mais comment peut-on encourager et peut-être systématiser ces contrats de coopération entre une métropole et son arrière-pays, objectif qui est défini dans la loi. Donc nous pensons qu'il doit y avoir un encouragement financier. Le Sénat l'a déjà fait observer dans un rapport sur les contrats de ruralité, où nous avons indiqué qu'il était extrêmement important que dans ces contrats dits CPER, il y ait un volet qui soit sur la coopération métropole, territoire voisin. Mais nous devons être vigilants à ce que cette coopération ou ce volet ne soit pas que cosmétique. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas soudainement un volet parce que ce serait pour la métropole la meilleure façon d'optimiser son CPER, ce que je comprends. Mais ce volet de coopération doit avoir une vraie réalité et s'appuyer des besoins de tous les territoires. Donc nous pensons qu'il faut sans doute aller un petit peu au-delà et que nous souhaitons vraiment qu'il y ait une obligation qui soit faite, c'est-à-dire que les élus locaux sont assez naturellement très vertueux, mais que parfois leur vertu mérite d'être soutenue et d'être un peu encouragée. Donc nous souhaitons qu'il y ait un caractère systématique. Vous savez qu'il y aura prochainement, si la loi 4D prospère,
cette notion de contrat de cohésion territoriale, sans doute faudra-t-il l'indiquer, et pour ça, de façon à ce que ce ne soit pas artificiel et qu'il n'y ait pas une collectivité qui impose à un autre une thématique de coopération, nous souhaitons vraiment qu'il y ait une sorte de projet de territoire, à l'exemple de Nantes Métropole, qui a dit « mais voilà, nous avons certainement des choses à faire ensemble pour être meilleurs », et ce projet alimentation durable est vraiment un vrai projet de territoire. Donc en conclusion, on voit que les métropoles sont un fait ancrées dans notre organisation territoriale, qu'elles ont toute leur légitimité, elles ont été nécessaires, donc il s'agit nullement de les critiquer et de les bouleverser. Toutefois, le regard que nous avons porté aujourd'hui montre qu'on a quand même un vrai sujet sur l'efficacité continue de l'action publique jusqu'au dernier kilomètre, et qu'on a des métropoles qui sont très stratégiques, qui doivent entraîner et qui en même temps parfois sont encombrées, il faut le dire, de compétences de proximité. Donc mes collègues l'ont évoqué, sans doute faut-il parfois permettre à ces métropoles de dire que la compétence, elle peut être partagée à partir de l'intérêt métropolitain. Et on a une image qu'on a déjà utilisée dans la loi engagement et proximité à propos de la voirie. La voirie, quand elle est structurante, c'est-à-dire elle permet à la métropole d'assurer sa compétence mobilité, parce qu'on y fait passer des trams, on y fait passer des bus, il est normal que la compétence soit exercée par la métropole. Par contre, dans la voirie, vous avez aussi le nid de poule de la 47e en E, de la 80e commune, et que très sincèrement, je ne sais pas si la capacité stratégique de la métropole est vraiment la qualité reconnue pour la réactivité d'intervention sur un nid de poule, et que je pense que le nid de poule n'a rien de rayonnant. Et son intérêt métropolitain, sincèrement, nous le cherchons encore, et que, pour prendre une autre image, il y a deux images que l'on prend. On dit les métropoles, elles ont été conçues comme des avions de chasse, pour vraiment une performance et comme un outil de frappe de performance économique. On les a un peu transformés en avions cargo avec l'exemple du nid de poule, mais parfois aussi pour d'autres compétences. Et puis pour prendre une image sans doute plus poétique, on peut parfois la comparer à l'albatros de Charles Baudelaire, ou les ailes de géant de la métropole, parce qu'une métropole doit être un géant, mais quand le géant est plombé, ses ailes l'empêchent de marcher. Voilà. Donc vous avez vu que nous avons souhaité être extrêmement concrets, appuyer nos constats sur une grande concertation, sur des exemples, et faire 5 recommandations ambitieuses, dont certaines, nous l'espérons, pourront trouver place dans 4D ou à un autre moment dans la loi de finances. Je vous remercie de votre attention, et puis nous vous laissons la parole. Bruno, c'est vous qui nous dites s'il y a des souhaits d'intervention? Ou Nabil? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de souhait d'intervention, on a dû être très clair. Ah. Oui, bonjour, Hugo Soutra pour le Courrier des maires. Sur cet exemple de la compétence voirie, est-ce que l'intérêt du transfert de la compétence voirie aux métropoles réside dans la réactivité, ou est-ce que c'était juste l'idée d'éviter les doublons, de faire des mutualisations et finalement de gagner en efficience en efficience mine de rien? Enfin, comment est-ce qu'on mesure finalement, au-delà de l'exemple voirie, quel est l'intérêt du transfert de compétences? L'intérêt métropolitain, est-ce qu'il est dans la mutualisation et éventuellement les économies en mutualisant les 64 services municipaux de voirie, ou est-ce qu'il est dans la réactivité, et auquel cas votre exemple nid de poule est parfaitement compréhensible, mais comment est-ce qu'on définit cet intérêt métropolitain justement? Alors, je laisserai aussi Michel, bien sûr, et Dominique répondre. L'objectif que l'on doit poursuivre, c'est celui de l'efficacité de l'action publique, et on sait que l'efficacité se fait à des échelles et selon des critères différents.
On l'a vu en matière économique, où il y a une échelle d'efficacité, une nécessité de coopération qui s'impose et qui est évidente. On reprend l'exemple de la voirie. L'obligation d'efficacité, c'est effectivement de donner à celui qui exerce la compétence les moyens de l'exercer. Donc naturellement, la métropole ayant la compétence mobilité, il faut qu'elle puisse agir sur les routes et les structures qui vont supporter ces moyens de mobilité. Mais dans la voirie, vous avez aussi la toute petite chose qui se gère très bien, on l'a vu à l'échelle de la commune, parce qu'il faut être réactif, il faut être rapide, la réponse, elle est simple, et que l'échelle d'intervention de la métropole est une échelle trop lointaine. On va prendre le détail du nid de poule. Vous avez un riverain qui vient à la mairie et qui explique qu'il y a un nid de poule devant chez lui, qu'il faudra intervenir. Les communes, quand elles ont la compétence, elles arrivent avec ce qu'on appelle un saut de pointe à temps. Voilà, c'est fait. Il y en a pour ça prend 2 heures entre le moment où on est informé et le moment de faire. Quand ce détail de la vie quotidienne, qui est extrêmement important, appartient à la métropole, ça veut dire que la mairie, la commune doit interpeller le service compétent de la métropole, et vous imaginez bien que le service compétent de la métropole ne va pas détacher spontanément un agent qui va intervenir dans un lieu à 10 heures, dans une autre commune à 13 heures. Vous avez une échelle d'efficacité qui est celle de la proximité. Donc il faut que l'on puisse se dire, contrairement à ce qui a été fait, où on a eu un raisonnement qui était assez simple dans les lois territoriales, il y avait... Les lois territoriales, elles ont été faites à partir d'un souci d'efficacité, très bien. Sauf que les critères qu'on a pris, c'est les critères d'échelle, de périmètre et de seuil. Et que l'action publique, l'action tout court, elle ne se fait pas en fonction du seuil d'habitants ou en fonction de l'échelle du périmètre. Et qu'on aurait dû, comme on l'a permis dans d'autres strates d'intercommunalité, de dire voilà, la compétence voirie, elle ne peut pas échapper à la métropole pour les compétences qui sont les siennes. Par contre, pour l'efficacité de l'action publique jusqu'au dernier kilomètre, peut-être que la commune, selon ce principe de subsidiarité qui devrait nous guider, peut intervenir. Je vais laisser Michel peut-être compléter si tu as des choses à dire sur les critères que nous, on avait mis en avant en matière de définition de l'intérêt métropolitain. Oui, tout ce que je pouvais peut-être rajouter à ce qui était dit, l'intérêt métropolitain, ça vise à distinguer sur une compétence donnée, particulièrement les actions, services et équipements qui continuent à relever de la commune, de ceux qui, par leur étendue, leur contenu, leur objet stratégique, leur dimension financière ou leur rayonnement sur le territoire intercommunal, ont vocation à être gérés par la métropole. Ce que Madame la Présidente tenait aussi à préciser, c'est que parfois, en termes d'efficacité et de réactivité de l'action publique, il pourrait y avoir une intervention directe de la commune, même si, en globalité, la compétence serait au niveau de la métropole, qui parfois, justement, dans le cadre des compétences qui lui ont été attribuées, le temps de réagir auprès de cette structure serait beaucoup plus long que si la commune pouvait intervenir directement. C'est plus une échelle de territoire et de remettre aussi la commune au plus près des citoyens. Voilà. Non, juste pour compléter les propos de la présidente et de Michel Gréaume, voilà, dire aussi que si on a voulu poser la réflexion sur l'étendue du champ d'application de l'intérêt métropolitain, c'est aussi parce qu'on pense qu'il faut donner peut-être plus de souplesse, comme toutes les deux l'ont démontré à travers l'exemple de la voirie, mais ce ne serait pas le seul exemple, et que cette souplesse, elle est sur les territoires. Donc voilà, on peut très bien considérer que sans vouloir faire le détricoter aujourd'hui, ce qui est de par la loi, compétences obligatoires, compétences facultatives, on pense que néanmoins, on peut être amené, à travers cette redéfinition du champ de l'intérêt métropolitain, à arriver à plus de souplesse, plus d'agilité
d'agilité qui, de fait, donc se prennent au niveau des territoires et au plus près de la proximité. C'est un petit peu le sens de nos réflexions aussi. Cette notion d'échelle d'efficacité, parfois c'est la commune, parfois c'est la métropole, parfois c'est la mutualisation. C'est-à-dire, il faut, comme le dit très bien ma collègue Dominique Estrosi-Sassone, nous, l'idée, c'est pas de révolutionner, mais de dire s'il y a un intérêt métropolitain et si, au sein d'une métropole, il y a un sujet qui bloque et dont on se dit qu'il faudrait peut-être le traiter à une autre échelle, permettons aux métropoles d'avoir la possibilité de le faire en clarifiant clairement les responsabilités. Parce que celui qui exécute, il doit avoir la responsabilité de l'exécution. Je crois que Madame Finet souhaitait prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Marianne Finet, journaliste à l'AEF. J'avais une question plutôt sur la politique RH des métropoles. Je ne sais pas si vous êtes intéressé à ce sujet. Notamment, en fait, il y a les directeurs d'intercommunalité qui, au mois de mars, avaient proposé de déléguer au niveau donc des métropoles la gestion RH, notamment la définition des critères de promotion des agents. Et ils estimaient que cette impulsion au niveau RH pourrait se traduire sur l'efficacité des politiques publiques mises en place dans les territoires. Donc, je voulais savoir ce que vous pensiez de cette proposition ou si vous en aviez d'autres sur le sujet. Merci. On constate que dès lors qu'il y a une intercommunalité, et dans ce cas de figure les métropoles, il y a naturellement parfois des passages de postes municipaux à des postes métropolitains ou intercommunaux, et qu'il y a naturellement une telle intégration qu'entre les agents municipaux, il y a des comparaisons de statut, de conditions de travail. Il me semble extrêmement important que les maires en soient conscients, qu'ils en parlent entre eux, et qu'en même temps, nous pensons que si des maires décident de transférer l'autorité du personnel à une métropole, s'ils le décident, s'ils le souhaitent, voilà, ça ne saurait être obligatoire. Et que, par contre, je pense qu'il est intéressant que, sans doute, des fonctions de RH soient mutualisées au service des communes. Je vais prendre les services de paye, les services, toutes les questions juridiques pour lesquelles beaucoup de communes et de petites sont assez démunies. Et là, on retrouve tout l'intérêt de la métropole et de l'intercommunalité qui peut mettre à disposition de ces communes membres de l'ingénierie. Donc, je pense que ça, c'est un exemple extrêmement intéressant d'un apport d'une interco, et en l'occurrence d'une métropole, parce que je crois qu'on gagne en qualité. On peut aussi aider les maires en échange dans le dialogue social, qui est souvent difficile dans certaines communes, parce que ce n'est pas la culture des maires, ce sont parfois des petites communes. Donc, il faut qu'on distingue l'autorité du personnel qui reste pour moi de la compétence du maire, sauf si bien sûr il y a transfert de personnel où il y a un souhait, mais légalement c'est très compliqué. Mais en tout cas, cet apport d'ingénierie est vraiment quelque chose qui est à souligner, qui est à mettre en évidence, et qui aujourd'hui, à mon avis, va un peu se développer dès lors qu'on est sur une interco que je qualifie d'apaisée, voire d'heureuse. C'est-à-dire, dès lors que les maires ne craignent pas, ils ne sont pas en position recroquevillée par rapport à la métropole, parce qu'ils ont peur que la métropole fasse des OPA sur la commune ou sur leur champ de compétences, et surtout sur leur personnel. Voilà, je trouve qu'au contraire, c'est des choses qui devraient être abordées en conférence des maires, parce que c'est sûrement un besoin, et en tout cas c'est un lieu d'échange exceptionnel. Je vous remercie de cette très bonne question, qui est un volet que nous n'avons pas travaillé dans la mission, mais qui est une très bonne pratique à développer. Dominique, tu souhaitais... Juste, je pense qu'il faut surtout faire confiance à l'intelligence territoriale, hein, parce qu'on a des petites communes, certes, mais qui elles-mêmes voudraient bien parfois se développer sur certains
sur certaines actions, et ils ont du mal parce qu'ils n'ont pas l'ingénierie, comme disait ma collègue, ils n'ont pas pour autant l'ingénierie pour. Si ça a un besoin au niveau des communes membres de la métropole, de dire, bah voilà, demain, on aurait besoin de quelqu'un, une ressource humaine qui peut chapeauter et nous aider tout au moins, par exemple, juste pour les déroulements de carrière, pourquoi pas? Je pense qu'il faut faire confiance aux élus qui sont sur le terrain. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Beaucoup. C'est ce principe, au travers de votre question, de l'essence même de l'intercommunalité, qui est faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire tout seul pour faire plus. Et il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi toutes les questions d'ingénierie. Ce n'est pas qu'une question d'équipement ou de service. Monsieur Thomas Beuret souhaitait intervenir, je crois. Oui, bonjour. Donc, je suis journaliste pour Localtis. Vous avez évoqué, Madame Gatel, la question de l'ingénierie, mais en restant dans le périmètre de l'intercommunalité, de la métropole, je sais qu'il existe des coopérations entre des métropoles et des territoires voisins, donc hors métropole, qui consistent en un prêt de personnel venant de la métropole, donc des personnels qualifiés, pour aider les territoires voisins à mettre en place des projets. Est-ce que vous vous êtes penché sur ce type de coopération? Est-ce que ça se développe? Est-ce qu'il n'y a pas des difficultés à résoudre? J'aurais une deuxième question. Vous avez parlé d'une incitation nécessaire pour que les métropoles développent des coopérations. À quoi pensez-vous? Est-ce que ce serait forcément une incitation financière, par exemple une dotation? Beaucoup de vos questions. Alors, nous n'avons pas à ce stade d'exemple de coopération de cette nature, même si nous savons que, par exemple, au niveau parfois de l'instruction, des autorisations d'urbanisme, etc., il y a des coopérations. Moi, je pense que la coopération... Alors, il y a la mutualisation qu'on a évoquée au sein d'un espace, d'un groupement, et puis il y a la coopération. Moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, et je trouve que l'air du temps a un peu changé, on a quitté l'idée de si vous avez besoin de quelque chose qui est dans la métropole, vous rentrez dans la métropole, vous l'aurez. Sauf que, voilà, à force de courir vers l'agrandissement, je ne suis pas sûre qu'on réponde aux questions. Et que sans doute qu'il faut, comme vous l'évoquez, développer des coopérations qui peuvent être en ingénierie, parce que souvent, ce qui manque aujourd'hui, face à la complexité des procédures, face à la multiplication des appels à projets, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a beaucoup à dire là-dessus. Beaucoup de petits territoires sont handicapés par le fait qu'ils n'ont pas de service d'ingénierie. Donc, s'il y a un accord de coopération, je trouve que c'est pas mal et c'est une belle piste à suivre. Après, on a les règles de mise à disposition du personnel et de responsabilité du personnel. Mais ça peut se faire sous la forme d'un service que la métropole met à disposition d'une collectivité voisine ou d'un groupement voisin dans des conditions définies et la prestation est facturée. Voilà. Moi, je pense que vraiment, il faut travailler là-dessus et en lien avec l'urbanisme, on voit, et le logement que connaît bien ma collègue Dominique Estrosi-Sassonne, on voit aujourd'hui une échelle ou des poupées gigognes de documents, donc on a PLU, PLUI, PLH, SCOT, etc. Moi, je pense que quand on est à des échelles de réflexion d'urbanisme qui nécessitent vraiment beaucoup d'expertise, c'est un champ assez intéressant où des métropoles qui sont souvent très dotées parce que voilà, elles ont une intelligence dans les services, une expertise, voilà, qui leur permettrait effectivement d'offrir des services à des territoires voisins. Mais on a la même chose, je vous le disais, sur les transports. Aujourd'hui, vous avez, avec l'ancienne loi l'homme, vous aviez des compétences obligatoires des métropoles sur leur périmètre administratif. Et ces métropoles, soit elles souhaitaient rester sur leur périmètre administratif
et elles ne desservaient pas les territoires voisins où habitaient leurs travailleurs, soit vous avez des accords qui ont été faits entre une métropole avec le territoire voisin pour que les bus qui sont ceux de la métropole desservent des territoires voisins, moyennant quoi le territoire voisin y contribue au financement. Donc vraiment, moi je pense qu'il faut qu'on invente des choses et qu'on soit, comme vous le dites, dans cette sorte de... Au lieu d'être dans des prés carrés, pour le dire, et enfermés dans des périmètres dont vous n'avez pas le droit de sortir et vous devez tout faire, aujourd'hui il y a une porosité parce que les gens, dans leur vie de tous les jours, ils passent d'un périmètre administratif à un autre et il faut que le service s'adapte à la vie des gens et que quand une collectivité, elle sait faire des choses, autant qu'elle le mette à disposition d'une autre, plutôt que de laisser une autre collectivité créer le service. Donc vraiment, je trouve que c'est une piste intéressante. Ensuite, vous parlez des incitations. Alors, nous préférons la vertu au commandement. Et vous savez qu'au Sénat, on n'aime pas trop les obligations données aux collectivités. Ceci dit, les dotations où les interventions de l'État, l'accompagnement de l'État des territoires répond à des définitions et à des critères que la loi a définis. Dans les métropoles, quand la loi a créé les métropoles, elle a défini cette nécessité de solidarité pour un dynamisme territorial. C'est écrit dans la loi. Elles le font ou elles ne le font pas. Peut-être que si elles le font, non seulement ça nécessite un encouragement, mais que ça génère de leur part des modes de travail plus exigeants. Et moi, je pense qu'effectivement, il faut le reconnaître. Et on sait bien que la vertu, elle mérite d'être encouragée. Et nous préférons... Enfin, j'ose pas dire la carotte, parce que la carotte elle est très dangereuse au bâton. Mais qu'en tout cas, je pense que ça mérite d'être souligné. Soit la métropole, elle répond à sa définition, soit elle n'y répond pas. Donc nous sommes favorables à ce qu'il y ait, une incitation financière, ou en tout cas une juste indemnité ou prise en compte financière de ces réalités de coopération. Je reprends l'exemple de la métropole de Nantes. Regardez cet exemple qui est assez fabuleux. La métropole de Nantes travaille avec tout son territoire voisin du Pays de Ré pour l'alimentation. Ça veut dire que la métropole, elle est un peu plus vertueuse parce qu'elle peut s'alimenter en bio et en même temps, c'est grâce au territoire voisin à qui elle a apporté un dynamisme. Donc moi, je suis favorable à ce qu'effectivement on réfléchisse à une reconnaissance financière de cela. Alors nous ne disons pas voilà comment elle doit se faire. Il faut là aussi, ma collègue parlait d'intelligence territoriale, il faut qu'on soit intelligent. C'est-à-dire nous, aujourd'hui, au titre de la délégation, nous posons des constats, nous faisons des suggestions et nous avons des préconisations. Ensuite, c'est au législateur de s'inspirer de cela et d'en débattre, et on rentre dans le rôle des commissions. Mais nous souhaitons effectivement maintenant pouvoir échanger avec nos collègues sur cette idée. Est-ce qu'elle est pertinente? Comment on peut la mettre en place d'une manière respectueuse? J'espère avoir répondu à votre question. Monsieur Beuret, ai-je répondu à votre question? On ne vous entend pas. Oui, merci. Ah, oui. merci. Je me permets de prendre à nouveau la parole s'il n'y a pas d'autres journalistes souhaitant poser une question. Au sujet du 1%, c'est une idée qui est apparue il y a quelques années dans le débat. Le 1% qui serait versé par les métropoles et qui serait fléché, je crois, vers les territoires voisins. Vous avez entendu certainement parler de cette idée qui vient d'une association d'élus locaux. Absolument, parce qu'on en a même débattu au Sénat, et je me souviens être intervenu dans le débat. Je pense que cette proposition, qui a été faite au moins à 2 reprises, a ce mérite de provoquer, d'animer le débat. Moi, cette idée de taxe, c'est un peu comme l'impôt sur la fortune, quoi. C'est présupposer que les métropoles
seraient toutes riches et n'auraient que des richesses, et qu'à côté, il y aurait des pauvres et qu'il faudrait faire un chèque aux pauvres, une sorte de charité. Moi, je suis favorable, je vous l'ai dit, à ce qu'il y ait une reconnaissance financière. Maintenant, soit on fait ça en disant on fait un chèque aux pauvres, voilà. Bon, franchement, je trouve que si l'idée, elle mérite de provoquer le débat, c'est pas la façon de le faire. Et je suis pas sûre que la VPF, parce que c'est elle qui était, elle a amené cette idée au débat pour le provoquer, elle a réussi. Moi, je crois beaucoup à cette idée que chacun est contributeur. C'est-à-dire que vous soyez grand, que vous soyez petit, que vous soyez rural ou que vous soyez très urbain, vous apportez une contribution au territoire, vous le construisez. Et donc, ce sont ces territoires, encore une fois, je reprends l'exemple de la métropole de Nantes et du Pays de Ré. On pouvait dire que ces territoires n'avaient rien à se dire. Il y en a un qui était très rural, il y en a un autre qui était très urbain, mais ils se sont dit, mais c'est bien sûr, à partir de ce que nous sommes, nous répondons à des besoins et c'est vertueux. Donc moi, je préfère qu'on soit sur cette idée de réflexion, comment on peut le faire d'une manière intelligente, qui ne soit pas sanctionnée. Les métropoles ne sont pas forcément riches. C'est comme le regard qu'on a parfois sur une ruralité qui serait forcément pauvre et une ville qui serait forcément riche. Dominique Estrosi-Sassone en parle très souvent et Michel Gréaume aussi. La ville, elle a ses charges de centralité, elle a souvent des charges de pauvreté et des obligations. Il faut savoir le reconnaître. Donc, par contre, moi j'aime, vous voyez, nous on est sur cette même idée que la VPF, en disant il faut faire quelque chose, et nous proposons une invitation à réfléchir, et nous maintenons cette préoccupation dans le champ de visibilité, et je suis sûre que dans le cadre du projet, du budget, on aura des débats là-dessus. Mais c'est cette idée que chacun est responsable de son territoire, et chacun est responsable de ce territoire de vie et de réussite. Et qu'il n'y a pas ceux, encore une fois, à qui on fait la charité, et les autres qui vont leur vie, et à qui on enlèverait la mauvaise conscience, je ne vois pas pourquoi d'ailleurs ils auraient la mauvaise conscience, d'être métropolitains. Dominique ? Et peut-être responsable et complémentaire. Et donc, c'est aussi cette complémentarité qu'il faut peut-être encore plus développer à travers ces contrats et se dire que les territoires ont les uns et les autres à s'enrichir mutuellement, à être beaucoup plus pertinents et efficaces pour répondre au mieux aux attentes de leurs habitants. Et je crois que c'est là-dessus aussi que nous sommes en tout cas attachés à cette direction-là. De La Fontaine, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, mais c'est très vrai, et Dominique Estrosi a le mot juste, c'est-à-dire il y a des complémentarités, et on se rend compte qu'il y a du génie dans des territoires, quand les gens prennent les atouts de chacun pour que le territoire tout entier soit gagnant, et ça veut dire chacun des acteurs, chacun de ceux qui contribuent, dans sa complémentarité, il y gagne. Oui, si je peux me permettre, dans la consultation qui avait été lancée auprès des communes membres des métropoles, on confirme quand même qu'il y a 57,4% d'entre elles qui estiment que la métropole développe suffisamment de coopération avec les territoires voisins. Donc c'est important quand même de le dire. Et, nombreux sont ceux qui ont regretté que le nombre et la portée des coopérations interterritoriales mises en œuvre par des métropoles demeurent pour l'instant limités, mais il y a des bonnes pratiques et il faut les savoir aussi les saluer. Néanmoins, l'ambition d'une coopération entre les métropoles et leurs territoires voisins reste quand même sur un effort budgétaire suffisant pour pouvoir y répondre. Et ça, c'est encore une problématique qu'il faut pouvoir réfléchir et collectivement, comme je le disais tout à l'heure dans mon précédent propos. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Forêt.
Vous souhaitiez intervenir, je crois. Madame Gatel, j'ai une question sur le nombre de catégories d'intercommunalités urbaines, parce qu'on a les communautés d'agglomération, on a les communautés urbaines, on a les métropoles de droit commun dont vous parlez ce matin, on a la métropole particulière de Marseille, on a celle de Paris, puis on a la métropole collectivité de Lyon. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas trop de catégories, en fait? C'est vrai qu'en France, on a tendance à dire qui peut le moins peut le plus. Hein. Je dirais que, rappelez-vous, l'objectif originel de la métropole. Les métropoles ont été créées pour constater à la fois un fait urbain qui est une réalité et à partir du constat que la France n'était pas forcément organisée pour être performante dans une compétition internationale. D'où cette idée de l'avion de chasse qui avait une force de frappe en matière économique, en matière de recherche, etc. Donc c'est ainsi que sont nées les premières métropoles. Ensuite, il y a plusieurs phénomènes qui sont venus se greffer là-dessus et qui ont fait qu'on a aujourd'hui à l'intérieur même du concept de métropole générique, on a des catégories différentes. Le fait que nous avons vécu, rappelez-vous, sous le dernier quinquennat, une période de frustration financière, pour être poli, assez remarquable. C'est-à-dire les dotations ont été considérablement baissées, jusqu'à 40% dans certains cas, et donc les territoires ont été naturellement à la recherche d'optimisation des finances. Et il se trouve, comme vous le savez, que selon la catégorie d'interco où vous êtes, votre dotation de fonctionnement de l'État augmente. Donc chacun est allé essayer de s'installer dans la catégorie la plus rentable, si je puis dire. Autre élément qui n'est pas à négliger, qui est très important, c'est que la création des métropoles a créé un sentiment dans les territoires de risque de déclassement. Et que certains territoires se sont dit, mais si nous n'avons pas de métropole, et si nous ne sommes pas métropole, nous avons l'air moins performants, moins puissants, moins reconnus et moins visibles. Donc chacun a voulu aller chercher la marque métropole. Parce que ça n'est pas rien quand dans un territoire, vous êtes une métropole. C'est tellement vrai qu'avant même la création des métropoles, il y avait des communautés d'agglomération qui s'appelaient du nom de leur ville et métropoles derrière. Donc vous voyez, il y a cette puissance marketing qui a fait que, et qu'à un moment on a dit, il ne peut pas y avoir de région, il ne peut pas y avoir de département sans métropole. Donc en disant ça, moi je ne porte aucun jugement de valeur. Je fais le constat. Ceci dit, elles sont métropoles, mais ça renforce, vous voyez bien, la nécessité de considérer que quand une interco a été une communauté d'agglomération et qu'elle doit franchir un gap gigantesque pour être au niveau d'intégration de la communauté urbaine, il n'y a pas la culture des élus et il n'y a pas la culture et il n'y a pas la puissance de feu des services. Donc c'est comme si parfois les gens se trouvaient dans un habit qui n'est pas tout à fait bien dimensionné, donc il faut laisser l'habit, mais il faut faire des retouches, si je puis dire. Et que c'est en ça que l'intérêt métropolitain arrive. Ensuite, il y a des métropoles d'une autre catégorie. Je pense que Paris, sans aucun doute, c'est quand même un territoire un peu particulier, parce que c'est la ville capitale, voilà, c'est certainement quelque chose de particulier, mais je vous rappelle qu'on a fait un rapport il n'y a pas très longtemps sur le Grand Paris et qu'il reste beaucoup de questions. Lyon a ceci de particulier qu'elle est née de la volonté d'hommes et de femmes qui à un moment ont voulu créer un espace où département et métropole c'était la même chose. Ça c'est un projet de territoire, si je puis dire. Bon, et puis vous avez Aix-Marseille-Provence, qui à mon avis, aujourd'hui on peut en parler, dans 4D on va en parler, on en a parlé un peu d'engagement et proximité. On a aujourd'hui dans une métropole de cette nature
204 conventions de gestion entre la métropole et les communes. On a gardé une strate intermédiaire. Voilà. Donc moi, il y a plusieurs façons de faire. On se dit franchement, il y a trop de choses. On éclaircit le paysage, on désherbe et on va garder 3 choses: communauté de communes, communauté urbaine, ou communauté de communes, communauté d'agglo et métropole. Voilà. Moi, j'avoue que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, à titre personnel, moi, je ne pense pas qu'il soit judicieux et efficace de dire alors on va diminuer les catégories, parce que je pense qu'on ne trouvera jamais, le Graal de la configuration intelligente. Les choses sont ainsi. Ce qui est important, c'est qu'on serve nos concitoyens qui ont plus confiance dans l'action publique, qui attendent des services, et qu'on se dise bon voilà, les choses sont comme elles sont. C'est certainement pas formidable. Se hasarder à faire autre chose, c'est un risque qui en plus ferait que ça ne conviendrait pas à tout le monde, parce que nous sommes en difficulté à cause de cette pensée dominante qui consiste à dire on va vous organiser par seuil, à partir de temps vous êtes efficace, par périmètre, sauf que la vie elle marche pas comme ça, et que donc donnons de la souplesse, et c'est ce que mes collègues ont présenté avec l'intérêt métropolitain, c'est-à-dire on ne rediscute pas de choses, mais si aujourd'hui il y a quelque chose qui bloque, on va prendre l'exemple du logement, eh ben, permettons que dans telle métropole on en discute, puis expérimentons et évaluons. Voilà. Donc le cadre, il est comme il est. C'est comme nous, je veux dire, physiquement on est comme on est. On préfère, bon ben voilà, c'est comme ça. Maintenant, comment on peut optimiser et faire surtout qu'on atteigne l'objectif? Et c'est ça que nous disons à la ministre en ce moment. Nous, la lettre D, c'est pas notre sujet. Et qu'il y en ait 3 ou 4, c'est pas notre sujet. Tout ça, c'est des outils, c'est juste efficacité de l'action publique. Faisons confiance aux élus pour inventer la solution. Et pour ça, il faut leur donner la souplesse et des boîtes à outils. Ça marchera beaucoup mieux de manière plus simple. Et surtout, on arrêtera de faire des lois pour corriger quelque chose qui n'a pas marché d'une manière aussi rigide. Donc il faut assouplir notre esprit, s'oxygéner, penser que parfois le jardin à l'anglaise, il est tout aussi élégant et surtout plus adapté au climat qu'un jardin à la française, qui est très beau à Versailles, mais qui n'aurait aucun sens dans la campagne du Cantal. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention Écoutez, je vous remercie vraiment de votre attention, de l'intérêt que vous portez et de l'écho que vous faites des travaux de la délégation, parce que notre objectif, c'est aussi de nourrir le débat, de faire avancer les choses et de contribuer à faire des constats que l'on met sur la table et qui ne sont en aucun cas un jugement de valeur sur la métropole. Mais je crois qu'il est important d'évaluer, de débattre, et vous nous y aidez beaucoup. Nous vous remercions de votre attention. Merci à tous. Bonne journée.